va plonger aujourd'hui dans un univers qu'on ne voit presque jamais, celui de l'ingénierie navale. Pourtant, c'est la véritable colonne vertébrale de notre économie. C'est une histoire de machines gigantesques, oui, mais c'est surtout l'histoire de femmes qui se battent pour briser un plafond, non pas de verre mais d'acier, pour en prendre les commandes. Alors, ce chiffre, 80%, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pratiquement tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on achète, ce qu'on utilise, a voyagé par la mer à un moment donné. L'échelle est juste colossale. C'est cette industrie et aucune autre qui fait littéralement tourner le monde. Et maintenant, accrochez-vous. On va mettre ce 90% en face d'un autre chiffre. 0,7%. C'est le pourcentage de femmes officiers à bord de ces navires. Oui, moins de 1%. Le décalage est abyssal. Ça nous montre qu'il y a une faille énorme au cœur même du commerce mondial. On entre donc dans notre première partie, la salle des machines du monde. On va s'intéresser à ces travailleurs de l'ombre, cette force cachée qui, pourtant, est le moteur de toute notre économie. Mais voilà, ce système qui a l'air si robuste, si puissant, il est en fait assez fragile. Il fait face à un problème majeur, une vraie fissure dans ses fondations qui pourrait bien tout faire basculer. Deuxième partie, le problème du 1%. C'est là que ça devient paradoxal. D'un côté, on a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui se profile, et de l'autre, un immense réservoir de talent qui reste complètement inexploité. Ce graphique, il est sans appel. Regardez la barre rouge. Elle ne fait que grandir. C'est la pénurie. Les plus grands experts du secteur estiment qu'elle pourrait atteindre plus de 18% d'ici 2025. On ne parle pas d'un petit souci là. On parle d'une menace directe pour nos chaînes d'approvisionnement. Et c'est là que ça devient un peu absurde. On fait face à une pénurie critique et en même temps la moitié de la population mondiale est quasiment absente de l'équation. La solution semble juste sous nos yeux. Alors pourquoi est-ce qu'on l'ignore? Troisième partie, briser le plafond d'acier. On connaît l'expression plafond de verre. Eh bien, oubliez-la. Ici, on parle de quelque chose de bien plus dur, de bien plus concret. Un plafond fait de métal, de préjugés et d'habitudes. Écoutez bien cette citation. C'est terrible, non? Ce qu'on lui dit, ce n'est pas que son travail est mal fait. Non, on lui dit qu'un homme, par principe, aurait fait mieux. Le jugement ne se base pas sur la compétence, mais sur un simple préjugé. Et ça mène à une pression de tous les instants. Il faut imaginer, ce n'est pas juste faire son travail. C'est faire son travail en sachant que le moindre geste est scruté, analysé, jugé. C'est une charge mentale énorme, une obligation de prouver constamment sa légitimité. Et ce n'est pas qu'une question de mentalité. Le problème est matériel. Regardez ces catalogues d'équipements professionnels. On y voit qui? Uniquement des hommes. Les combinaisons, les uniformes, tout est conçu et taillé pour des corps masculins. C'est comme si l'existence même des femmes n'avait pas été envisagée. Et attention, ce n'est pas juste une question de confort, c'est une question de sécurité. Un équipement de protection qui flotte, qui n'est pas ajusté, ça peut restreindre les mouvements, ou pire, se prendre dans une machine en marche. Les conséquences peuvent être dramatiques. Le problème va même jusqu'aux aspects les plus basiques de la vie à bord. Le fait que 40% des femmes n'aient pas accès à quelque chose d'aussi simple que des poubelles hygiéniques, ça en dit long. Ça montre à quel point l'environnement de travail a été pensé par les hommes et pour les hommes. Bon, le tableau est assez sombre, on est d'accord. Mais alors, face à tout ça, comment ces femmes font-elles pour réussir? La réponse, et c'est ça qui est fascinant, se trouve au cœur même de leur travail, dans les machines. La question est là, posée. Avec un environnement pareil, avec tous ces obstacles, comment est-ce possible non seulement de tenir, mais de s'imposer et d'exceller? Qu'est-ce qui fait la différence au final? Pour le comprendre, il faut juste revenir à la définition du poste. Un ingénieur naval, c'est le cerveau technique du navire. Son rôle, c'est de faire en sorte que tout fonctionne. Ça demande des compétences, une logique, une capacité à résoudre des problèmes. Et ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Et voilà la phrase clé. Les machines sont indifférentes au genre. C'est aussi simple que ça. Un moteur en panne ne se soucie pas de qui le répare. Il veut juste être réparé correctement. Dans la salle des machines, face à la mécanique, il n'y a plus de préjugés qui tiennent. Seule la compétence compte. Ces témoignages le confirment parfaitement. Quand les faits sont là, quand le travail est bien fait, les doutes et les préjugés finissent par s'effacer. C'est la performance qui devient le meilleur argument, le grand égalisateur. On passe à notre dernière partie, concevoir la prochaine génération. Maintenant qu'on a vu tout ça, regardons vers l'avenir et demandons-nous pourquoi la diversité n'est plus une option, mais une question de survie pour cette industrie. Le transport maritime, comme toutes les industries, est en plein dans l'industrie 4.0. On est loin du simple moteur à vapeur. Aujourd'hui, un navire est un concentré de systèmes numériques, de capteurs, d'intelligence artificielle. C'est de la très haute technologie. Et paradoxalement, plus ces navires deviennent technologiques, plus on a besoin d'humains hautement qualifiés. Cette analyse montre que le poste d'ingénieur naval est l'un des plus difficiles à automatiser. Pourquoi? Parce qu'il faut des cerveaux pour gérer, dépanner et optimiser cette complexité.
La conclusion est donc limpide. Face à des défis technologiques aussi importants, se priver de 50% des talents disponibles, ce n'est pas seulement injuste, c'est une erreur stratégique monumentale. Le seul critère qui devrait compter, c'est le talent, rien d'autre. L'avenir de notre économie mondiale est en train de se jouer là, maintenant, dans ces salles des machines. Alors la vraie question n'est pas de savoir s'il nous faut les meilleurs pour le construire, ça c'est une évidence. La vraie question c'est qui allons-nous laisser entrer dans la pièce pour le faire ?